vous est venue l'idée du film? Alors, l'idée du film, elle est venue d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle L'Impossible Retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945, et c'est sorti chez Flammarion il y a un peu de temps maintenant, en 2007. Le livre a été traduit en allemand et le réalisateur Lars Kraume a lu le livre et m'a contacté, m'a proposé d'écrire avec lui un film. J'avais jamais écrit pour le cinéma et encore moins pour le cinéma allemand. Et donc après quelques mois de tâtonnement, fiction complète ou inspiré d'un personnage historique, on s'est arrêté sur la figure de Fritz Bauer. Et Fritz Bauer, vous le connaissiez déjà bien ou... Fritz Bauer, j'avais consacré tout un chapitre de mon bouquin à ce grand monsieur, à ce grand juriste. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous avez fait vos recherches? Une grosse partie des recherches avait été faite dans le cadre de la préparation de ce livre, donc dans les années 2005-2007. Après, on a resserré un peu les recherches, dans la mesure où on s'est concentré beaucoup sur Fritz Bauer, mais pas seulement, on s'est aussi pas mal concentré sur Eichmann en Argentine, par exemple. Donc, toutes sortes de livres, quelques archives, pas mal de documentaires aussi pour que ce soit le plus réaliste possible. Pour que ça ressemble vraiment à l'Allemagne des années 50, l'Allemagne de l'Ouest des années 50, sans que ce soit kitsch. Donc voilà, ça faisait partie de toutes les recherches qu'on a faites. Et d'ailleurs, en fait, en parlant d'Allemagne, en ce moment, il y a beaucoup de films sur ce thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, quand vous dites sur ce thème, c'est-à-dire sur l'Allemagne des années après-guerre. L'Allemagne d'après-guerre, je pense, d'abord moi je trouve ça très, très intéressant, je pense que c'est logique dans la mesure où il y a eu beaucoup de films sur la guerre et beaucoup de films, pas mal de films sur la fraction armée rouge, donc les années 70. Donc il était normal à un moment que le cinéma s'intéresse à ce quart de siècle, entre la fin de la guerre et le gauchisme des années 70. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'une nouvelle génération, je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle génération, mais en tout cas des gens qui ont, on va dire quoi, une quarantaine d'années, s'intéressent à la période dans la mesure où leurs parents sont encore là et peuvent témoigner de cette période. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des témoins vraiment des années de guerre, donc je pense que ça joue. Et puis surtout, je pense que la période de l'après-guerre est extraordinairement intéressante parce qu'elle est très très ambiguë, elle est très grise, elle est assez sombre. Pendant très longtemps, on a voulu croire que l'Allemagne avait changé d'un coup de baguette magique quasiment, alors qu'on ne se rend pas compte que pas du tout. Les hyperstructures étaient les mêmes, le personnel politique était pas identique, mais enfin pas très loin, que les juristes étaient les mêmes, que le système universitaire était composé des mêmes professeurs, que les médecins étaient ceux du Troisième Reich également. Donc c'est très très intéressant de voir comment une société se remet d'un crime pareil et comment elle recycle ses fantassins d'une certaine manière. Donc, je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de films en Allemagne sur cette période aujourd'hui. Justement, si on fait le parallèle par rapport à la France, oui. On va prendre l'après-guerre, comment ça se fait qu'il n'y a pas autant de films là-dessus? Et je pense que la France, je ne sais pas pourquoi, fait si peu de films historiques de bonne qualité. Il n'y a pas de grands films récents, en tout cas, sur la guerre d'Algérie. Il n'y a pas de grands films sur la 4ème République. Il n'y a pas de grands films sur le personnel de Vichy après-guerre, par exemple. Pourquoi? J'en sais rien. C'est une bonne question. Peut-être qu'il y a moins de passerelles entre les professionnels du cinéma et des gens qui ne sont pas nécessairement des gens du métier, mais qui pourraient peut-être avoir envie de raconter ce genre d'histoire. C'est une hypothèse, j'en sais rien. Je réfléchis à voix haute. Et au niveau, en fait, pour en revenir au film, au niveau des personnages, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel par rapport à la... Alors, ce qui est un personnage de fiction, c'est Karl Angermann, donc le numéro 2 de Fritz Bauer. C'est un personnage composite. On s'est inspiré des jeunes juristes qui travaillaient avec Fritz Bauer, qu'on appelait la jeune garde. Et puis par ailleurs, on s'est inspiré pour composer le personnage d'Angermann de la vie privée de Fritz Bauer, c'est-à-dire ses amitiés masculines. Je dis amitié, je ne sais pas exactement concrètement jusqu'où allaient ses amitiés. Enfin, il était homosexuel, Fritz Bauer. Donc on a pioché un peu à droite à gauche pour composer le personnage d'Angermann qui est fictionnel, qui n'a pas existé. Non, il y a plein de choses. Puis on a été servi par une forme
d'actualité. Il y a eu une très belle exposition sur Fritz Bauer au musée juif de Francfort il y a 2 ans. Il y avait des documents et des photos. Il y a des livres, il y a plein de choses. Si on s'intéresse, on trouve facilement. Il y a l'Institut Fritz Bauer aussi à Francfort. Au niveau du film, quelle a été votre participation? Vous avez été sur le tournage? Alors donc moi j'ai écrit avec Lars. Et puis après oui, je suis allé au début du tournage. Moi j'étais comme un gamin, j'aimais aller sur un tournage, donc c'était fascinant. J'ai participé un peu aux différentes, ils m'ont montré les différentes étapes du montage par exemple. Après moi j'ai consulté, mais après chacun son rôle. Hein. Moi j'ai écrit le bouquin au départ, j'ai écrit avec Lars, puis après chacun son job. Et comment ça se passe d'écrire à deux? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Parce que parfois on a des idées qui Écoutez, ça s'est très très bien passé. Mais je pense qu'il ne faut pas... J'ai pas une grande expérience du cinéma, mais je pense que si le scénariste commence à penser qu'il est le deuxième metteur en scène, je pense que là il y a des problèmes. Je pense que le metteur en scène, le réalisateur est le boss, c'est son film. Il a des idées, après on en discute, c'est bien, c'est pas bien. Moi je pense qu'il faudrait faire ça ou ça, ce serait mieux. Mais après voilà, il y a un patron, c'est comme un entraîneur dans un club de football d'une certaine manière. Donc non, ça s'est très bien passé. On a eu différentes étapes. En fait, on a eu des périodes de travail très très intenses ensemble. On s'est vraiment isolés. Et puis donc on notait tout dans des cahiers. Souvent Lars écrivait une première version, puis il me l'envoyait, j'en écrivais une deuxième, et puis on se retrouvait. Non, ça a été une collaboration très agréable et fertile, dirais-je. Et au niveau du choix des acteurs? C'est pareil, je ne suis pas directeur de casting, je trouve le casting formidable. On m'a montré des bouts d'essai, après, si j'avais trouvé ça catastrophique, je l'aurais dit. Je ne suis pas sûr, c'est pas certain qu'on m'aurait écouté. Mais voilà, chacun son rôle. Chacun son rôle. Par exemple, si un acteur m'avait dit la moitié du scénario est pas bonne, il peut me le dire, mais il n'est pas dans son rôle. Moi, je n'ai pas à juger, je peux avoir un avis, on peut en parler, mais encore une fois, chacun son boulot. Et je reviens au thème de l'homosexualité. Était-ce plutôt pour évoquer la vie privée Je pense qu'on a parlé de l'homosexualité. D'abord parce qu'elle fait partie de la vie de Fritz Bauer, et à partir du moment où on fait c'est un biopic hein, sur Fritz Bauer, même si c'est concentré sur quelques années. Donc on est obligé de parler de sa vie privée, c'est normal, c'est pas un gadget. Deuxièmement, il se trouve que cette sexualité renforce encore sa solitude. Il n'y a pas de famille, il peut en parler à personne ou presque. Donc déjà au travail, comme il dit, dès qu'il quitte son bureau, il est en territoire ennemi. Là, c'est encore plus compliqué. Il y a une scène dans le film, on le voit un dimanche matin, il joue tout seul aux échecs. Il est très très seul. Très très seul. Alors bien sûr qu'il a quelques amis dans la vraie vie. Il avait. Mais ça accentue encore ce sentiment de solitude chez lui. C'est très fort. Et vous montrez un moment des images en fait, du Mossad. Oui. Donc est-ce que vous avez pu rencontrer quelqu'un du Mossad pour discuter quelles les manières qu'ils ont employées pour... Non, mais il y a plein de livres, plein de livres. Il suffit de se pencher pour avoir toutes sortes même des facsimilés de documents. Les patrons du Mossad ont publié leurs mémoires. Tzvi Aharoni, donc le responsable du commando qui enlève Eichmann, a publié ses mémoires aussi. Il y a plein de choses. Donc c'est pas un documentaire, hein, donc on n'a pas besoin de rencontrer tous ces gens. Et après, il y a des coûts de production et on le sait tous, on les limite au maximum. Et au niveau des présentations, en fait le film, donc vous l'avez présenté aujourd'hui aux rencontres de Gérard May. Vous l'avez déjà présenté en Allemagne? Oui, bien sûr, il est sorti en Allemagne à l'automne dernier, il y a 6 mois, le 1er octobre. Et comment a réagi le public? Très très bien, on a eu une très belle presse, beaucoup de spectateurs et un certain nombre de prix déjà. Le film a été désigné film de l'année par la critique allemande en marge de la Berlinale en février. Burkhard Klausner, qui est formidable, a obtenu un certain nombre de prix aussi. Donc non, ça s'est très bien passé en Allemagne. Et vous êtes certainement un passionné d'Allemagne. Quelle est l'origine de cet intérêt pour l'Allemagne?
passionné, je ne sais pas, je suis très intéressé par l'Allemagne, qui reste, je pense, le plus grand mystère de l'histoire contemporaine. Comment est venu? Bon, déjà, tout simplement, j'ai grandi à Strasbourg, donc avec une vraie proximité. Et puis je pense que et quand on grandit à Strasbourg, donc il y a une vraie proximité à l'Allemagne, mais il y a aussi une vraie idée européenne. Enfin, on grandit en Europe, à Strasbourg, et toutes ces institutions. Et je pense que si on s'intéresse à l'Europe, évidemment, on se heurte immédiatement à l'Allemagne et à cette espèce d'immense mystère. Comment on a pu faire, comment on a pu aller aussi loin, et moi ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est comment est-ce qu'on vit après en fait. Comment on se remet d'une chose pareille? Comment une société se reconstruit? Qu'est-ce que les individus se racontent? Et beaucoup de mon travail ces 10 dernières années tourne autour de ces questions-là. Mais je les ai déclinées dans l'impossible retour. Je les ai déclinés d'une manière très différente dans le roman Les Révolutions de Jacques Coskas. Là, je prépare un 3e livre, un peu autour de ces thèmes-là, mais qui sera encore très très différent. Et qui est un peu un prolongement du film. En tout cas, il est né, l'idée du livre est née en préparant le film. Donc oui, je pense que le mystère allemand, enfin personne n'aura jamais la clé de ce mystère allemand. Et pensez-vous que de nos jours, les gens se sont remis de ce crime? Je pense que tout a été reconstruit, mais je pense que la faille qu'a creusé cette guerre, mais les 2 guerres en fait, c'est-à-dire en l'espace de 30 ans, c'est une 2e guerre de 30 ans, non, je pense que cette faille, on est toujours dedans d'une certaine manière. Je pense que si on y réfléchit, il y a 85 millions de morts en Europe entre 14 et 45. 85 millions. C'est hallucinant. Hallucinant. Quand on réfléchit, c'est fou. C'est absolument fou. Donc je ne pense pas qu'on puisse se remettre si facilement d'une chose pareille. Nous tous, hein. Voilà. Et si on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, par exemple, les personnes qui migrent vers l'étranger, et si on fait le parallèle par rapport aux juifs qui se sont déplacés, qu'est-ce que vous en pensez? Que d'un certain côté, il n'y a pas quelque chose qui se passe, on va dire, où les gens ont oublié ce qui s'était passé avant? Je pense que c'est... Alors ce qui est comparable, c'est que ce sont des réfugiés, donc des gens qui quittent des pays en guerre. Après, ça soulève le même genre de questions. Est-ce qu'on ouvre les frontières? Comment on les accueille? Pourquoi on les accueille? Est-ce qu'on veut les accueillir pour toujours? Est-ce qu'on veut les accueillir pour sauver leur peau pendant quelques mois ou quelques années? Est-ce qu'ils vont rentrer? J'aime pas trop les parallèles historiques. J'aime pas trop. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense que ça joue dans la psyché allemande aujourd'hui, d'avoir ouvert les frontières comme ça. C'est le seul pays qui l'a fait en Europe. Quelque part, peut-être encore une fois pour réparer. Après, de toute façon, ils ne répareront jamais ce qui s'est passé. Ils peuvent faire plein de choses, plus ou moins bien, plus ou moins généreuses, mais non, ça ne se répare pas, ce genre de choses. Après, non, après, c'est 75 ans plus tard, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, ouais. Et le livre que vous êtes actuellement en train d'écrire, est-ce qu'il sera adapté au cinéma aussi? Déjà, je vais l'écrire. Et puis après, non, il y a mon premier roman qui est sorti il y a 1 an et demi, qui va peut-être être adapté. On en discute en tout cas. Donc celui-là est déjà écrit, je peux en parler. L'autre, c'est beaucoup trop tôt. Oui. Et croyez-vous en un avenir meilleur? En un avenir meilleur que... Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Je sais pas. J'ai l'impression que le mal est de retour là. Enfin, je pense qu'on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait plus de mal. Et je crois qu'il est de retour malheureusement. Voilà. Désolé de finir sur une note un peu sombre, mais non, je ne suis pas certain qu'on vive dans une période extrêmement joyeuse. Je suis pas certain. Il faut espérer qu'il y ait des gens pour... Non, bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi comprendre que le mal existe en fait.
Je pense que les sociétés européennes sont reconstruites en faisant semblant de croire que le mal avait été terrassé pour toujours. Je pense que c'est pas vrai. Et là, on redécouvre, beaucoup de gens redécouvrent en fait que le mal existe, il a toujours existé. Donc il faut faire attention. Voilà. Bon, ben, nous vous remercions. Merci à vous. Merci beaucoup.